Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça marche bien en réchauffé aussi. Ça marche bien en réchauffé, effectivement. Parce que il y a quelques temps déjà, on a appris plein de choses sur l'Ukraine. Exactement, on s'est dit que vu le contexte ambiant, ce serait une bonne idée pour nous de juste vous remettre un peu de contexte sur l'Ukraine. Et de rassembler en un seul épisode les deux sujets qu'on avait faits. Exactement. Et donc, de quoi est-ce qu'on a déjà parlé, Guillaume? Et bien on va parler de la furie de l'Ukrainienne Olga. et de Olga de Kiev, pour ne pas la nommer, et de la fureur de l'Ukrainien, Makhno. Nestor Makhno et ses légions noires. Tout à fait. Bref, c'est toi qui commence en nous parlant de Clémence. Exactement. Alors, pas de Clémence, je vais Pas parler d'Olga. pas de Clémence Bernard, tu veux dire? Non, je vais parler d'Olga. Je vais parler de Sainte Olga de Kiev. Voilà, Sainte Olga de Kiev, on la connaît bien, mais on ne connaît pas exactement sa naissance. Enfin, en tout cas, sa date de naissance. Alors on la connaît bien, peut-être quand t'habites à Kiev, hein, mais moi pas trop. Quand tu vas dans la cathédrale de Kiev, par exemple, la cathédrale Sainte Olga de Kiev. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Kiev ou Kiev, parce que j'ai appris récemment que Kiev, c'était la façon ukrainienne de prononcer le nom, et Kiev, la façon russe. Et Ah. que en ce moment, il y avait des tensions entre Tu, les deux. tu veux dire qu'en prononçant Kiev, on se met du côté de Poutine? C'est ça, exactement. Et donc de Donald Trump? Et donc de Poutine surtout, je pense. Bref, je vais rester sur Kiev, mais en tout cas, on ne sait pas, notre amie Olga, en quelle année elle est née exactement. On se dit que c'est quelque part entre 890 et 925. Ouais, 35 ans quand même. Oui, bon, C'est le Moyen-Âge. c'est ça, on sait à peu près quand elle est morte, mais on ne sait pas vraiment quand elle est née. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est née d'ascendance viking, Ouais, en Ukraine. en Ukraine, bah, le nord de l'Ukraine. En fait, on est à une période où on est encore sur des gens qui sont païens Mhm. et sur des tribus. En fait, on est sur des Ah oui. conglomérats de grosses tribus. Ils ont pas de frontières, ils ont pas encore dessiné leurs frontières et tout les mecs. Non, ça viendra, je pense. En gros, on sait qu'elle est née à Pskov. Pskov. J'ai écouté sur Wikipédia comment on prononçait. Ok. Et on ne sait pas, finalement, comme c'est une femme, hein, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour elle avant son mariage, où Encore une fois, elle épouse Igor Ier de Kiev. qui doit donc être roi ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est le prince de Kiev. Donc en fait, Igor, lui, c'est le fils et l'héritier de Riourik. Alors Riourik, c'est celui qui a lancé la dynastie des Riorides, Mhm. et c'est une dynastie en fait qui règne sur la Rousse de Kiev. La, Qui règne sur la rousse de Kiev. Si La j'avais Rousse, l'esprit mal placé. RUS qui donnera Russie, Ah ouais, d'accord. voilà, qui est une principauté, en fait, une ensemble de tribus qui est assez grande, hein, qui est entre Kiev, Novgorod, qui remonte presque jusqu'à la Baltique. En gros, qui va être un peu le fondement de l'État russe. D'accord. En fait, russe, ukrainien, biélorusse. Ouais. C'est de là que vient le berceau un peu de leur civilisation. Donc lui, il règne là-dessus. Et le problème, c'est que il a des relations un peu étranges avec la tribu d'à côté, qui sont les Drevliens. Ça fait un peu Heroic Fantasy. C'est ça. Mais alors les Drevliens, en fait, ils sont à la fois des alliés militaires. Mhm. Donc quand on lève l'Ost, ils se joignent à l'Ost des Rousses. Mais ils restent farouchement indépendants. Le problème, c'est que bah, le régent qui était avant Igor, qui s'appelait Oleg. Parce que... On est en Russie. Hein. Ouais. On est en Russie. Donc, à la mort du régent Oleg, en fait, ils vont arrêter de payer le tribut qu'ils payaient avant aux Russes. Mhm. Et ça énerve Igor. C'est compréhensible. En même temps, moi, c'est un peu comme si un mec qui paye pas son loyer, quoi. C'est ça. Et donc, ils vont envoyer ce tribut plutôt à un prince local qui s'appelle le prince Mal. Et donc, Igor est pas content. Tout colère, Igor. Bon. Et donc, il va lever une armée. Il va partir pour Ikorosten, qui est la capitale des Drevliens. On reste dans l'Heroic Fantasy, hein, quand même. C'est ça. Alors, Ikorosten, c'est Korosten, je crois, aujourd'hui, en Ukraine ou enfin quelque part par là. Et bon, les Drevliens le voient arriver avec son armée. Ils font OK, OK, bon, on va payer. Et pas de problème. La tactique d'intimidation de mafieux russes fonctionne.
C'est bon, on va payer. C'est millénaire. Hein, Mais Igor, sentant que bon, il a gagné, il rebrousse chemin, mais sur le chemin, il se dit en fait, je suis un peu bête, j'aurais dû demander plus. J'ai quand même pas fait tout ce chemin pour rien. En plus, C'est ça coûte un bras. Et une donc, armée. il va prendre une petite escorte et il va retourner chercher les Drevliens pour leur en demander plus. Sauf que ce coup-ci, il est avec une petite escorte et plus avec son armée. Et les Drevliens disent bah non. Bah ouais, non. Bah non. Et en fait, ils vont, de ce que j'ai compris, l'attacher à 2 arbres pliés par les jambes. Mhm. Et quand ils vont relâcher la tension qu'il y avait sur les arbres, bah, les arbres vont se raidir et ça va en gros le déchirer en deux par les jambes. C'est créatif comme façon de tuer un roi. Voilà, bah, c'est un prince. Oui, enfin bon. mais bon, voilà, c'est pour Intéressant. mettre intéressant. On n'avait pas encore vu ça dans la confiture, je crois, comme méthode d'exécution. Non, mais c'était pas mal, c'est pas mal. Et donc la pauvre Olga, elle est seule. Ah oui. La pauvre Olga, elle est seule. Elle devient régente pour son fils Sviatoslav, qui a 3 ans à l'époque. Et donc là, on pourrait légitimement se dire, bah, Olga, elle va aller se venger. Ouais, ou elle pourrait aussi juste élever son fils, quoi. Surtout que les Drevliens vont envoyer des émissaires en lui disant qu'elle doit épouser le prince mâle. En se disant, on vient de... On vient de couper ton mari en deux, C'est ça. donc si tu pouvais épouser notre roi... Mais bon, c'est l'épisode, presque l'épisode de Noël de la confiture. On est dans la positivité, on est dans la clémence, on est dans la magnanimité. Donc, notre Olga, elle va les recevoir, les héritiers, elle va leur faire l'honneur d'être transportés en palanquin à l'intérieur de Kiev. Elle va ensuite recevoir une autre escorte parce qu'elle elle va accepter le mariage, mais en demandant une escorte pour aller chez les Drevliens. Une vraie escorte digne d'une reine, hein, avec les plus hauts dignitaires des Drevliens. Elle va là aussi bien les accueillir, leur donner un bain. Et ensuite, elle va partir vers chez les Drevliens. Elle va faire une petite escale là où son mari est mort. Elle va faire donner un festin pour la population locale. Parce que vous avez vu les entrailles de mon mari, donc ça vaut le coup. Et elle apporte aussi, elle, des victuailles, de l'alcool en grand nombre, et on fait un grand festin pour honorer son mari. Et finalement, elle va arriver jusque chez les Drevliens, qui vont être touchés et accepter de lui payer un tribut, et abandonner leurs idées de mariage. Tout ça pour un peu de bouffe, un bain et beaucoup d'alcool. Voilà, et la piété, la clémence, la magnanimité. Et quand on va lui demander mais qu'est-ce qu'elle veut comme tribut, elle va dire c'est simple. Moi je ne veux que chaque foyer d'Icorosten m'apporte un pigeon et une hirondelle. Ok, oui. Donc c'est un tribut qui est très symbolique. Oui, ou enfin, ça peut coûter cher hein, s'il y a beaucoup de gens à Igor Osten. Bah, sauf qu'en fait c'est des trucs qui nichent dans les maisons. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas trop de problèmes de pigeons. Oui, même à Paris, si tu dis j'exige de chaque Parisien un pigeon, Bah, en fait, ce qui coûterait cher, c'est de les attraper, quoi. Peut-être. ouais, il y aura un peu de bordel dans les rues le temps que chacun aille en choper un. Finalement, je sais pas si on serait beaucoup plus mal, tu vois, si en 45 les nazis avaient dit bon, au lieu de me filer vos juifs, donnez-moi chacun un pigeon et un rat. Peut-être que Peut-être qu'ils auraient meilleure réputation maintenant. c'est ça. C'est pas faux. Et peut-être que Paris s'en serait tiré un peu mieux aussi au niveau sanitaire. C'est vrai. Bref, donc elle va recevoir les pigeons et les hirondelles et elle deviendra connue pour sa clémence et sa magnanimité comme Sainte Olga de Kiev. Ok. Voilà. C'est toujours, elle empoisonne personne, il n'y a pas un... Non, bah non, on est dans l'épisode de la magnanimité et de la clémence. Il doit bien avoir la vraie histoire de Sainte Olga. Voilà, qui est vraiment Sainte Olga. Oui, oui, non, bah, je me doute qu'elle soit sainte. Après, bon, il y a des saints qui ont fait des saloperies. Voilà, donc je t'avais dit que, en gros, les Drevliens, ils ont demandé à Sainte Olga d'épouser Ouais, le meurtrier de son mari. Ils ont envoyé une ambassade et elle a été effectivement portée sur des palanquins avec leur bateau porté à bout de bras dans la ville de Kiev. Alors ils étaient très heureux, enfin c'est un vrai honneur, hein. Oui, oui, oui. Jusqu'à ce qu'ils les amènent dans une grande place de Kiev dans laquelle ils avaient creusé des grandes fosses et qu'ils les ont tous balancés dans la... Alors eux ils sont sur le palanquin, ils peuvent pas trop s'enfuir. Et donc ils les ont balancés dans cette grande fosse qui a été creusée à la demande d'Olga pendant la nuit.
Et Olga va s'agenouiller devant la fosse en leur demandant si l'honneur qu'elle leur rend les convient pendant qu'on les enterre vivants. Ah, on les tue même pas avant, juste on les enterre. Non, non, juste on les enterre. Bon, ouais. Voilà, après, escorte noble, Oui, pour retourner chez les... voilà, pour retourner chez les Drevliens. L'escorte noble, elle arrive à Kiev. Effectivement, elle est faite des plus hauts dignitaires ou de quelques-uns des plus hauts dignitaires de la tribu drevlienne. Mhm. Donc, à leur arrivée, Olga s'incline respectueusement et leur dit « Vous devez être fatigués, je vous ai fait couler un bain, comme ça vous serez présentable et après on pourra faire les choses dans l'ordre, la cérémonie, machin. » Je me souviens du bain, ouais. Ils rentrent, ils prennent leur bain, elle ferme la porte à clé, elle met le feu à la maison de bain et ils meurent tous brûlés Dans leur bain. dans leur bain. Ce qui est quand même un exploit. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, elle a quand même envoyé plusieurs missives. En fait, elle envoie toutes les missives à peu près en même temps, comme ça, tout se passe, pour dire qu'elle acceptait et qu'elle se mettait en route à la rencontre du prince Mal, Mhm. mais qu'elle souhaitait faire un crochet par là où son mari est mort Mhm. pour aller se recueillir. Et récupérer les pigeons et les hirondelles. Non, ça c'est après. Ah oui, merde. Là, Ah c'est non, le festin. C'est le festin, exact. C'est le festin. Donc, en fait, elle va vraiment inviter tous les habitants de la ville pour faire un grand festin. Donc, elle va se recueillir sur la tombe d'Igor. Mhm. Et ensuite, la fête commence. Tout le monde boit, surtout les locaux. Parce qu'en fait, les soldats de l'escorte de Olga, eux, ils boivent pas. Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent. Enfin, en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des trucs à faire. Ah, c'est juste parce que le picrate est dégueulasse. Ah non, c'est parce qu'en fait, ils vont attendre gentiment que tout le monde soit sous. Je pensais que bêtement, ils auraient mis du poison dans le vin. Oh non, non, oh bah non, ils se donnent pas cette peine, hein. Ils attendent que tout le monde soit sous, et après, ils tuent tous les gens sous. Voilà, 5000 personnes dans la nuit. Oh la vache. Les dangers de l'alcool, on le répétera jamais assez. Exactement. Et là, notre amie Olga, elle va lever une armée. Elle va lever une armée et dire, bon, maintenant, les Drevliens, on arrête les conneries. Maintenant que j'ai enterré vivant votre ambassade, que j'ai brûlé vos nobles et que j'ai rasé une ville. Maintenant, on va discuter, quoi. Maintenant, on va discuter. Et donc, elle va lever son armée et arriver jusqu'à Ikorosène, donc la capitale, où elle va monter un siège qui va là commencer à s'enliser et qui va durer 1 année. Ouais, bon, pour un siège. Oui, au bout d'1 an de siège, elle va dire, bon, je vous propose, on oublie un peu nos différends. Ce que je vous propose, c'est vous vous rendez. De toute façon, tout le reste de votre pays s'est rendu. Ils ont accepté de payer un tribut. Moi, je vous propose de payer un tribut qui sera pas très élevé. Et vous vous rendez. Et comme ça, on reste sur le statu quo d'avant. Ouais, et puis tout se passe bien, et puis on Voilà. arrête de faire la guerre. Eux sont un peu sceptiques. Ils ont des doutes. Ils ont un peu des doutes en disant c'est sûr parce que t'as pas l'air Elle est quand même grosse ton armée. Hein. elle est quand même grosse et puis t'as pas l'air de nous aimer beaucoup en fait. Bizarrement. Puis elle leur dit non mais bon j'ai brûlé vos nobles, j'ai buté des gens, ça va, je suis calmé maintenant. ça suffit. Finalement, vous avez buté qu'un seul type, donc bon. Ouais, voilà. Et elle va leur dire je comprends votre position, je comprends en plus que ça vous venez de vous taper 1 an de siège, donc vous êtes voilà pas forcément en fond. Donc, ce que je vous demande, c'est effectivement que chaque foyer me livre une hirondelle, un pigeon, et on est quitte. Ok. Là, ils ont un peu des doutes aussi, encore. Là, on sent tout le symbole, et donc les Drevliens se disent, bon, Perdu pour perdu. ouais, est-ce qu'on a vraiment le choix? Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont lui livrer les oiseaux. Et notre amie Olga, elle va les relâcher. Ouais. En fait, elle va attendre la nuit, elle va les relâcher, sauf qu'avant de les relâcher, elle aura attaché un morceau de papier soufré Mhm. à chacun des oiseaux, auxquels ils auront mis le feu juste avant de les relâcher. Oh là là. Ces volatiles étant des créatures d'habitude, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Le premier truc qu'ils font, Bah, ils retournent chez eux. ils retournent chez eux. Euh, Et donc toute la ville se met à brûler. C'est en même temps assez ingénieux. C'est assez ingénieux. Et donc voilà, ça c'est Olga, Sainte Olga, qui se venge de son mari. Alors, c'est vraiment Sainte Olga. Pourquoi? Parce que plus tard, elle va aller à Constantinople. Elle va rencontrer l'empereur Constantin. Ils vont discuter. Constantin va se dire, elle est smart.
Machin, bon, son fils est déjà grand, machin, et il se dit, mais peut-être que si je l'épouse, ça me donnera un peu des droits sur une légitimité là-bas. Donc ils vont discuter. Elle va accepter de se convertir. de se convertir. Ouais. Elle va accepter de se convertir, et à la condition que ce soit l'empereur lui-même qui la baptise. Wow. Après, l'empereur lui dit, bon, maintenant t'es baptisé, t'es dans la foi, bon, on peut se marier maintenant. Uh-huh. Elle dit, bah non, tu comprends, tu m'as baptisé, tu m'as appelé ma fille. Ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse. Et là, lui dit, bon, je suis coincé, je me suis fait encore avoir. Bon, je pense que c'est proche de la légende. Hein. Ouais. En l'occurrence, il était déjà marié, il n'y avait pas trop de raisons. Mais elle va rentrer, en tout cas convertie chez elle à Kiev. Elle va dire à son fils, tu veux pas te convertir avec moi, tu vas voir, c'est cool. Lui dit, mais maman, tu sais que si je fais ça, tout le monde va se foutre de ma gueule. Et qu'on va dire que je suis faible. Oui, mais je prends une religion de fille, à peu près. Donc il va refuser, mais il va quand même mettre fin à la persécution des chrétiens sur son territoire. Elle va construire les premières églises, dont la première église à Kiev. Et finalement, elle aura raté la christianisation de son royaume, mais elle aura planté les premières graines, et en fait, elle va mourir en 69, et son petit-fils Vladimir, parce qu'il manquait un Vladimir dans l'histoire, oui, c'est vrai que lui se convertira en 988, et donc, à partir de ce moment-là, l'Église orthodoxe aura aura un vrai pied-à-terre sur le royaume de Russie. D'accord, ouais, en fait, elle est sainte parce que elle a commencé à ouvrir un nouveau marché pour l'Église, quoi. Ouais, et puis un marché qui est pas dégueulasse, quoi. Qui est un peu grand. En l'occurrence. Et donc en 1547, elle sera sanctifiée par l'Église orthodoxe. Elle est reconnue, si je me souviens bien, comme égale des apôtres. Ah ouais. Par l'Église orthodoxe. Bah ouais, elle a ouvert un nouveau marché. C'est ça. Et c'est aussi une sainte catholique. Ah ouais. Voilà, les deux, Sainte Olga, le 11 juillet. Pour toutes les Olga qu'on connaît. Voilà, Olga la sanguinaire. Oui. Voilà. Sainte patronne des hirondelles. Exactement. Qui est assez ingénieuse, je trouve, dans c'est dans une sa vengeance façon de se venger. Ouais, les deux ont quand même la vengeance un peu tenace. Oui, faut pas trop les faire chier. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'est œil pour la moitié de ton pays, quoi. C'est ça. T'as tué mon mari. Ok, game on. Game on, je vais te cramer, quoi. Voilà. J'ai lu une citation qui parlait de Boudica, une citation d'un poète anglais qui s'appelle, je ne sais plus, Converg ou un truc comme ça, et qui disait « L'enfer n'a pas de furie comme une femme qu'on dédaigne ». Et effectivement, ça pourrait être... Ouais, elle a été un peu plus que dédaignée, quand même. Oui, bon, oui. Je peux comprendre qu'elle était un petit peu les nerfs, quand même. Voilà, donc... Quand vous faites des torts à quelqu'un, souvenez-vous que cette personne risque de prendre, d'avoir de la grandeur d'âme, de vous pardonner et de vous laisser tranquille, ou sinon. De cramer la moitié de votre pays. C'est ça. Voilà. L'Ukraine, allez, allons-y. Et parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos amis les anarchistes, on va parler d'une légende de l'anarchisme, alors en Ukraine, mais... un peu partout, parce que l'anarchisme, c'est un grand pays, finalement. Alors, quand tu dis une légende de l'anarchisme, c'est une légende au sens le roi Arthur, ou c'est une légende au sens Michael Jordan ? Plus Michael Jordan. D'accord. En gros, imagine une armée d'anarchistes de 100 000 hommes, avec 20 000 cavaliers, qui entourent des trains blindés, qui foncent à travers la steppe ukrainienne, avec un drapeau noir, avec une tête de mort dessus, et des banderoles marquées « Vive l'anarchie, l'anarchie est la mère de... » c'est un peu de gueule, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et à la tête de tout ça, un fils de paysan d'1m59, cheveux longs, regard acier, visage taillé à la serpe, bon, ukrainien, hein. Oui. Nestor Makhno. Nestor Makhno, ok. Ouais. Et on verra pourquoi à la fin, en fait, c'est une légende chez les anarchistes, mais pas trop ailleurs, parce que sa mémoire a été un petit peu salie. Oh, en Russie, en Ukraine, pourtant, on aime bien garder un regard assez objectif sur le passé. Oui, surtout que tout ça se passe donc pendant la Révolution russe. Oui. Donc à un moment où effectivement l'histoire n'a jamais été bouleversée, quoi. Non. Surtout la façon dont on la raconte. Bref. Trotsky, si tu nous entends. Voilà. On va parler un petit peu de Trotsky. Alors, qui c'est Nestor Makhno ? Donc c'est un Ukrainien, fils de paysan, né le 26 octobre 1888 à Ouliapolé,
Ça se prononce sûrement pas comme ça en ukrainien, hein, mais voilà, je suis pas très bon en ukrainien. Moi non plus. C'est dans l'est de l'Ukraine, en gros. Enfin, c'est vers le milieu sud de l'est de l'Ukraine. Genre vers Donetsk, Alors, comme je sais Dans le- pas où est Donetsk, dans le Donbass. c'est pas loin du Donbass. C'est un peu au sud-ouest du Donbass. C'est pas Donetsk, je connais juste parce qu'ils ont une équipe de foot. Hein. Ah, pas parce qu'il y a une guerre en ce moment. Bah si, parce que du coup, l'équipe de foot a été obligée de déménager de son stade, qui est très beau en plus, et de jouer dans l'est du pays. Enfin, dans l'ouest du pays. Donc, Ouliapolé, aujourd'hui, je viens de vérifier, il y a 13 000 habitants. À l'époque, il y en a un peu plus de ce que j'ai lu, bon, 20 000 on va dire. C'est une ville où il y a quelques usines, mais c'est surtout des paysans qui vivent qui travaillent dans les propriétés alentours, qui Oui. travaillent comme salariés, D'accord. comme ouvriers agricoles. En Ukraine, à l'époque, c'est des grands propriétaires terriens qui font bosser le prolétariat, quoi. Ils font du blé. Et qui font du blé, effectivement. Enfin, Parce que, littéralement. oui, oui, oui. L'Ukraine, à l'époque, c'est le grenier de la Russie. Oui. Parce que donc, ça fait partie de l'Empire russe, on va en reparler. Je sais plus, j'ai lu il y a pas longtemps que c'était ça en fait le drapeau ukrainien. Bleu et jaune, là Oui. Ah, c'est les champs de blé et le ciel bleu. Ah, c'est pas mal. Bah, quand tu sors d'une période soviétique, il faut aussi te réinventer et donc réinventer les drapeaux. Et changer de couleur. On va beaucoup parler de couleurs, parce qu'ils sont très couleurs en Ukraine. Donc, Nestor Makhno, c'est le 5e fils de sa famille. Son père, pour dire, c'est un ancien serf, quoi. Oui. C'est pas très loin d'être un esclave, quoi. Malheureusement, ce père meurt quand Nestor a 10 mois, ce qui fait qu'à 7 ans, il est berger. Oui, À 8 ans, en hiver, il va à l'école et puis en été, il est ouvrier agricole. d'accord. À 12 ans, il arrête l'école parce qu'il faut qu'il bosse plus. Bah, il faut nourrir ses frères et sœurs. Voilà, enfin ses frères. En l'occurrence, c'est le plus petit, mais faut quand même ramener du blé à la maison. Enfin, de l'oseille, À manger. du numéraire. Oui, à manger. Donc à 12 ans, il est ouvrier agricole à temps plein sur donc la terre de ce qu'on appelle là-bas un koulak, D'accord. c'est-à-dire un riche paysan. Enfin, un riche propriétaire terrien, parce que Lui, il est pas paysan du coup. Enfin, Non, lui, ça va. Il a les mains propres, il a pas de terre sous les ongles. Au contraire de Nestor, qui donc à 12-13 ans se rend bien compte qu'il y a une grosse différence entre les fils du propriétaire et lui. Parce que eux sont bien habillés, ils sont bien portants et tout. Lui, il est famélique, il est tout petit. Et eux, ils ont le droit de taper sur les ouvriers agricoles. Et quand les ouvriers agricoles, ils essayent de se révolter, ils se font taper dessus. et un ordre des choses comme un autre. En tout cas, ça lui inspire un certain esprit de révolte, on va dire. À 17 ans, il quitte la propriété paysanne là, pour aller en ville, donc à Ouliaïpolé. Il devient peintre en bâtiment et ouvrier dans une fonderie. Bon, pas vraiment une ascension sur l'échelle sociale, hein. Non, mais au moins, il est plus dehors. Voilà, peut-être qu'en hiver c'est mieux. Et puis il y a un club théâtre dans la fonderie, enfin parmi les ouvriers de la fonderie, donc il commence à faire du théâtre, et là-bas il rencontre des anarchistes. Et en 1905, donc il a 17 ans, hein, première révolution russe, donc là l'Ukraine ça fait partie de l'Empire russe, donc Oui. révolution aussi en Ukraine. Le tsar envoie un régiment de gendarmerie à cheval à Ouliapolé, même s'il s'y passe pas grand-chose, juste au cas où. Les gendarmes à cheval tabassent beaucoup de monde. Il faut bien rentabiliser hein, quand tu es sur place, une fois que tu es Oui. là. Puis quand t'as un marteau, tout est un clou, quoi. Exactement. Et donc, Makhno et son petit groupe d'anarchistes sont un peu remontés. Donc, ils vont créer l'Union des laboureurs pauvres, qui est un syndicat anarchiste, donc. Alors que lui est plus laboureur. Non, mais en tant qu'ancien laboureur, il se dit, allez. Et ils vont commencer à essayer de porter la révolution, quoi. Donc, à leur petit niveau, ils font un peu des attentats, un peu des grèves, des machins comme ça. Les propriétaires autour, en réaction, vont créer... Ils ont des laboureurs riches. Non, l'Union des Russes véritables, je crois. C'est ça, l'Union des Russes véritables. Qui vont se rassembler derrière le slogan « Tue le Youpin, sauve la Russie ». Un truc joyeux, quoi. Enfin, oui, c'est bien de se rassembler autour de hobbies et de passions communes. Voilà, on va dire ça. L'Union des laboureurs pauvres se dit « Ça, c'est notre ennemi ». Parce que nous, les Juifs, c'est nos amis. Parce qu'ils c'est aussi des opprimés. exploités, des opprimés. Donc, ils vont commencer à se battre, ces deux groupes. Et puis c'est bien, une fois que tu as un ennemi, c'est que tu commences à avancer et puis c'est plus facile de mobiliser, j'imagine. Oui, c'est pas faux. Alors après, l'Union des laboureurs pauvres, ils vont jamais être très très nombreux, hein. Ça reste un petit groupe quand même. En gros, c'est surtout des jeunes comme Makhno qui sont adolescents et un militant tchèque qui est à la tête de tout ça, qui est un petit peu plus cultivé, qui leur fait lire Bakounine et Kropotkin.
et Proudhon qui en gros les engraine quoi. Mais bon, les types ils font quand même de la reprise individuelle, ils vont faire des assassinats, ils vont quand même... Ça va, tu vois, c'est des anarchistes. Oui, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Non, ils vont plutôt avec le bâton de la dynamite quoi. Bon, sauf que la révolution russe de 1905, ça tourne court hein, quand même. Bah, oui, c'est une Sinon, on parlerait pas de la suivante. des suivantes. Des suivantes, oui. L'Union des laboureurs pauvres va quand même gagner contre l'Union des Russes véritables. C'est-à-dire qu'ils vont les défoncer. Hein. Mais en 1906, fin 1906, Makhno se fait arrêter une première fois pour vol à main armée, mais il est acquitté faute de preuves. 1907, deuxième arrestation pour assassinat politique, acquitté pour fausse de preuves. Ce qui prouve que la justice est plutôt... Enfin, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis la justice est plutôt Faire. équitable. Ouais, équitable, ouais. Soit tu te dis ils l'ont quand même foutu en prison alors qu'ils avaient aucune preuve, un peu pour le faire chier. Ouais, ou alors ils sont très très mauvais, les flics. Oui, mais Donc, ouais. si les flics sont très mauvais et que t'as une justice aux ordres... Oui, c'est pas faux. Toujours est-il, 1908, troisième arrestation. Cette fois-ci, les flics, ils ont infiltré un mec dans le groupe. Donc le mec balance sur tout le monde. Et là, cette fois-ci, prison. Prison, mars 1910, condamné à mort par pendaison. Comme il est jeune et puis que sa mère va pleurer à la prison, puis au tribunal en disant non, mais mon fils, il savait pas ce qu'il faisait, machin. C'est commué en prison à vie, pas beaucoup mieux, hein, avec travaux forcés, et il est transféré à la prison de Butyrka, à Moscou. Vous pourrez aller regarder des photos si vous voulez. Ça ressemble à un château fort. Je pense que ça devait pas être terrible. Les prisons russes en 1910, je sais pas. Mais donc, il a un parcours assez classique. Je commence par le théâtre, je finis condamné à mort. Voilà, c'est ça. Alors, dans la prison, lui dira lui-même que c'est l'université de la Révolution. Parce qu'il rencontre donc d'autres anarchistes. Surtout à Moscou, j'imagine. Surtout à Moscou. Il va rencontrer un certain Piotr Archinov, qui est donc russe, plus de Moscou, qui s'est fait arrêter plus ou moins pour les mêmes raisons, hein, qui va parfaire son éducation, donc il va lui expliquer cette fois-ci Bakounine, Protopkin et Proudhon. Bon, Makhno, il est un peu forte tête, donc il va quand même passer beaucoup de temps avec un boulet au pied enchaîné et au cachot. Et au Newf, allez. Voilà. Mais ça t'endurcit un petit peu son bonhomme, quoi. Oui. 8 ans et 8 mois plus tard, mars 1917, donc là on est en plein milieu de la deuxième révolution russe, la révolution de février, les révolutionnaires ouvrent les portes de la prison de Butyrka et donc font sortir Makhno avec les autres mecs qui sont dedans. L'idée c'était de libérer les prisonniers politiques. Lui, en tant qu'anarchiste, il est considéré comme prisonnier politique. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment trié, quoi. Oui, ils se sont pas dit « Allez, on va libérer les anarchistes !» Mais Ça va alors... nous... merde. Ouais. Non, merde, c'est pas cela. Bon, c'est pas grave, sortez tous, ça ira. Il va rester 3 semaines à Moscou, dont une pour réapprendre à marcher sans un boulet au pied, quand même. Ah oui, quand même. Oui. Et puis, au bout de 3 semaines, il se dit, bon, Moscou, c'est cool, mais moi, je retournerai bien dans ma famille. Parce que l'Ukraine, ça me manque. Voilà, un petit peu. Ses frères, sa mère, tout ça. Donc, il retourne à Ouliapol. Et puis, il revient donc en tant qu'ancien prisonnier politique, avec 8 ans de prison dans les pattes. Autant dire que sa street cred, elle est un petit peu au top. Oui, en revanche, sur ton CV pour trouver du boulot... Moins. J'étais en voyage, j'ai fait de l'humanitaire. C'est ça. Dans un pays, vous connaissez pas, c'est loin. Mais donc, en fait, il cherche pas du boulot. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler les ouvriers agricoles et les ouvriers d'usine d'Ouliapol, et il va leur apprendre l'anarchisme. Il va faire des cours du soir. Il va faire un peu des cours du soir. Il va retrouver les quelques-uns de son groupe de quand il était jeune qui sont encore là. Et pendant des mois, ils vont faire des réunions, des élections, des congrès pour expliquer aux paysans ce que c'est que l'anarchisme, ce que c'est qu'une commune, ce que c'est qu'un soviet, ce que c'est qu'un syndicat professionnel, etc., etc. Au point que, au bout de quelques mois, ça marche. Ils fondent l'Union des paysans, donc un syndicat anarchiste, Oui. dont il va prendre la tête. Il va fonder aussi un syndicat d'ouvriers métallurgistes et de charpentiers, dont il va prendre la tête aussi, parce que... Tant qu'à faire, le communisme, c'est bien. Non, mais alors attends, non, il prend pas la tête en mode bon, c'est moi qui vous ai créé, maintenant c'est moi qui dirige. C'est qu'il est élu à chaque fois. Oui. En gros, il a vraiment une grosse street cred. Hein. Oui, un peu de charisme, j'imagine. Il a un peu de charisme, il est pas très grand, mais il a pas mal de charisme, il est plutôt beau. Et puis, c'est lui qui leur a tout appris aux mecs. Et donc, les mecs, ils font attends, toi, t'as l'air de savoir de quoi tu parles, donc vas-y, s'il faut qu'on élise un dirigeant, c'est toi qui dirige, quoi. Oui, et puis nous, tous les autres, on a un vrai boulot à côté. Alors, cela dit, donc, il s'arrête.
Oui. Les ouvriers d'usine, grève. Les ouvriers agricoles, ils arrêtent de payer leur loyer aux propriétaires. Parce que, donc, en gros, c'est plus des serfs, les ouvriers agricoles. Ils ont tous un petit lopin de terre, mais qui appartient à un propriétaire terrien. Donc, ils peuvent le cultiver, mais ils doivent un loyer soit en numéraire, soit en grain Oui. aux propriétaires. Donc, ils arrêtent tout ça, parce que, voilà, faire la grève. À un moment donné, on a appris ce que c'était qu'une commune, qu'une coopérative. Maintenant, on veut faire ça en vrai. Du coup, bon, les propriétaires sont pas hyper joyeux, hein. Eux, la révolution, ça les concerne pas trop. Alors, on parle de la révolution de février 17, hein, c'est une révolution social-démocrate. Hein. Il y a un petit peu des socialistes et des communistes là-dedans, mais de manière générale, le gouvernement provisoire, il n'est pas communiste. Hein. Ah oui, non, c'est plutôt le fait de faire partir la monarchie Oui. absolue. Et encore, je ne sais pas s'il vire le tsar. Je sais Le pas. tsar abdique, Oui. mais c'est les bolcheviks après qui vont le liquider. Oui. Mais il abdique quand même. Hein. Il abdique en février, enfin un peu après février. Quoi. Il abdique assez vite, mais l'armée est encore là. Ça reste un changement à la marche, quoi. Oui. Donc les propriétaires sont pas hyper cool et commencent à s'organiser. Et il se trouve qu'à peu près au même moment, donc le 29 août 1917, il y a une tentative de coup d'État à Saint-Pétersbourg par les militaires. En gros, il y a un général qui se sent un petit peu pousser des ailes et qui dit voilà. Moi aussi, j'ai le droit d'essayer la révolution. Voilà, ça a l'air cool, j'aimerais bien être chef. Makhno et ses potes, ils disent ouh là, non. Nous, on est pour que la révolution elle continue, donc ils créent un comité pour le salut de la révolution et ils prennent les armes. En l'occurrence, ils vont pas aller jusqu'à Saint-Pétersbourg parce qu'ils ont des affaires plus pressantes à régler sur place. Les propriétaires. Oui. Comme ils ont des armes et qu'ils sont beaucoup plus nombreux, quand même, parce que voilà. Et que la police est occupée à autre chose Voire en pleine révolution aussi. Oui. Les propriétaires sont désarmés, parce que voilà, à un moment donné, ils sont pas non plus trop téméraires. Et le 25 septembre 1917, le soviet d'Ouliapolé, soviet ça veut dire congrès. Oui, à la c'est base, un comité. Enfin, oui, rassemblée, Oui. l'assemblée de la commune locale, quoi. Le soviet local convoque les grands propriétaires, les koulaks, tous ces mecs-là et toute la population, en fait, avec les titres de propriété de tout. Des usines, des terres, des chevaux, des machines, etc. On fait l'inventaire de tout ce qu'il y a. Ensuite, on brûle tous les titres de propriété et on redistribue à chacun un bout de terre que tu peux cultiver par toi-même sans utiliser un ouvrier. D'accord. Donc, alors, je ne suis pas paysan, je ne sais pas combien, mais on va dire 1 hectare. Peut-être. ou Aucune 10, idée. ou 10, ou un demi. Enfin, Bon, disons 1 hectare pour que ça soit plus simple. Donc, on donne 1 hectare à tout le monde, y compris aux propriétaires. On peut se rassembler en famille, c'est-à-dire que si tu as une famille de 4, tu peux avoir 4 hectares qui se touchent, plutôt que d'avoir 4 hectares aux 4 coins de la ville, ce qui serait un peu con. Ou en groupe, tant que tu t'es librement associé. C'est les anarchistes, tu as le droit de t'associer librement. Et puis, de la même façon, on distribue des chevaux à chaque groupe, chaque famille, de façon équitable, égalitaire, plus ou moins. en gros, c'est pas tellement une idée de on met tout en commun, c'est une idée plutôt de on repart à zéro avec tout le monde à égalité. Alors, pas tout à fait, parce que les paysans n'ont pas de titre de propriété. C'est-à-dire que la propriété, c'est juste l'usufruit, quoi. D'accord. En gros, ils peuvent travailler 7 hectares de terre, mais ils n'en sont pas propriétaires. C'est la communauté, la commune même, Oui, qui est propriétaire. qui est propriétaire socialement de toutes les terres. Et dans les usines, c'est pareil. Les usines s'organisent en coopérative. Les machines appartiennent à la coopérative qui travaille pour la commune, donc à la commune. Dans la commune, on n'abolit pas l'argent parce qu'en fait, c'est un outil, l'argent. Oui. Mais on encourage le troc. L'échange de grains, par exemple, contre, si tu as besoin d'un outil, tu échanges du grain contre un outil, etc. Ça se passe pas mal. Bon, les propriétaires sont pas hyper contents, mais ils ont récupéré un peu de terre quand même. Et ils sont pas morts. Et ils sont pas morts, ce qui est pas le cas de tout le monde. Oui. Ça a fait des petits, en fait, la commune d'Ouliapolé, ça a fait des petits un petit peu autour. En gros, tu as toute la région qui s'organise comme ça. Ça comprend presque 2,5 millions d'habitants, quand même. Oui, à partir d'un bourg qui en fait 15 000. Parce que dès que ça a commencé à marcher à Ouliapolé, les réunions où il expliquait les principes de l'anarchisme, Nestor Makhno, il va dans les villes d'à côté. D'accord. Et il continue à expliquer comme ça, et il forme des mecs qui vont expliquer comme ça, et ça égrène en fait, et... Ouais, c'est une sorte de Tupperware de l'anarchisme. de poupée russe de l'anarchisme, peut-être. De non mais bon, de ça... pyramide. Ouais, c'est ça, c'est un
comment ça s'appelle Multilevel marketing. Voilà, de l'anarchisme. Et en fait, chaque commune élit des délégués qui se rassemblent donc par district, on va dire, qui se rassemblent jusqu'à la région entière de Ouliapollé. C'est des délégués qui viennent au soviet, et puis le soviet vote, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les terres, etc. J'ai un petit peu résumé en disant que c'est le 25 septembre, mais en fait, ça a pris, il y a eu plusieurs réunions du soviet, quoi. Bon, bah tout ça, ça marche bien. Sauf que ça reste la révolution à côté. Donc, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Dans la grande ville à côté, c'est un petit peu plus compliqué de redistribuer les terres, hein, parce que bon, dans une ville, Oui. tu ne peux pas filer un hectare de... Voilà, vous avez 1 hectare de chemin de fer. Démerdez-vous. Voilà, et tu vas faire chier tous tes voisins. Parce que tu vas décider de le couper. Voilà. Donc ça, on ne peut pas faire. Donc ça se passe un petit peu moins bien. Et les anarchistes locaux se mettent à former ce qu'ils appellent des gardes noirs, c'est-à-dire des groupes armés qui vont lutter par le terrorisme et la guérilla contre les bourgeois, les propriétaires et bon, le pouvoir central qui ne voit pas ça d'un super bon œil non plus, quoi. Et globalement, tous ceux qui sont pas vraiment d'accord avec eux. Ouais. Mais bon, comme on est dans un endroit où quand même 80% de la population, c'est des ouvriers agricoles et des ouvriers, Oui. la plupart des gens sont plutôt d'accord avec eux. Et donc, Makhno va rejoindre une de ces gardes noirs et va commencer déjà à organiser un petit peu ces réseaux de gardes noirs. Donc la ville d'à côté, là, ça s'appelle Alexandrovsk, qui est la capitale de la région du coin. Et la première garde noire, elle a été fondée, pour l'anecdote, par une femme, une certaine Maria Nikiforova, qui est assez marrante, en 3 mots. C'est une fille d'officier de l'armée russe, anarchiste, pareil, en 1905, pareil que Makhno, 1907, arrêté pour terrorisme et vol à main armée, condamné à mort, commuée en prison à vie parce qu'elle est jeune et que c'est une femme, envoyée à la prison de Saint-Pétersbourg, puis en Sibérie. Elle s'évade, elle va au Japon, aux USA, en Espagne, à Paris. À Paris, elle se marie, elle reste dans les réseaux anarchistes. Et à l'été 1917, quand on entend parler de la révolution en Russie et donc en Ukraine, elle décide de tout lâcher et de partir en Ukraine, retourner à Alexandrovsk, d'où elle vient, pour créer les gardes noirs et prendre les armes. Oui. Quelqu'un de assez banal, finalement. Oui. Ton voisin, quoi. La girl next door. Ouais. Et on va un peu la comparer à Jeanne d'Arc et tout, parce qu'elle va mener des bataillons entiers de combattants anarchistes et tout. Elle est assez cool. Ils vont devenir très potes. Elle va prendre le surnom de Maroussia. Et en fait, elle va mourir avant la fin de tout ça. Elle va mourir en 1919. Et il y a d'autres femmes anarchistes qui sont à la tête d'autres gardes noirs qui vont reprendre le surnom de Maroussia, au point que l'armée rouge, à un moment, va dire « Mais on n'arrive pas à la tuer. » Oui, ça devient une sorte de titre, Ouais. comme César, en fait. Ouais, presque. Bref, octobre 1917, 3e révolution russe, cette fois-ci, ou coup d'état des bolcheviks, hein, selon comme on le voit. Toujours est-il, les bolcheviks et Lénine prennent le pouvoir, et Lénine surtout, veut tout de suite accomplir une promesse qui avait été faite dès février, c'est d'arrêter la guerre. Parce que une des raisons de la révolution de février, c'est que les Russes, notamment les soldats russes, ne veulent plus se battre dans la Première Guerre mondiale, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ouais, une des raisons, voire la raison Voire la raison principale. principale. Ouais. Mais le gouvernement provisoire social-démocrate n'avait pas vraiment arrêté la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire des offensives, mais ils n'ont pas signé de traité de paix. Lénine, lui, va négocier tout de suite avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, sans en parler au reste des alliés. La France et l'Angleterre, tant pis, hein, de vous démerder. Et le 9 février 1918, ça débouche sur le traité de Brest-Litovsk. Alors Brest, pas du tout Brest Non, de chez nous. C'est en Biélorussie, je crois, maintenant. C'est en Biélorussie. Oui, je l'aurais mis ça après de Gdansk ou un truc comme ça, mais peut-être pas. Je crois que j'ai lu Biélorussie. Enfin bon, bref. Traité de Brest-Litovsk. Biélorussie, qu'on embrasse en ce moment. Oui. Qui ont peut-être besoin d'un peu d'amour. Ouais. Et alors là, ça fout un petit peu la merde dans les plans des anarchistes et de Makhno en Ukraine. Parce que dans le traité, il y a une partie de l'Ukraine qui est donnée, carrément, à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Parce que, en gros, donc on l'a dit, il y a beaucoup de blé, la plante, en Ukraine. C'est un peu le grenier à blé de la Russie. Et à ce moment, de l'Europe. Voire de l'Europe, ouais. Bah, à ce moment-là, en tout cas, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, c'est un peu la disette, notamment parce qu'il y a un blocus à l'ouest, pour une raison... je sais pas trop pourquoi, oui. Coïncidence. Une guerre commerciale, sûrement. Sûrement. Et donc, ils sont un petit peu en galère. Et c'est un petit peu leur condition sine qua non, quoi. Ok, on fait la paix, mais vous nous filez l'Ukraine parce qu'on a besoin de blé. Lénine, allez, prenez l'Ukraine. C'est pas chez moi. Bah, c'est là où il va falloir qu'on parle un petit peu de l'Ukraine. Parce que c'est flou, en fait. Quand ils disent « prenez l'Ukraine »,
Ouais, mais c'est quoi l'Ukraine? Parce que, en fait, à l'époque, l'Ukraine, ça appartient à l'Empire russe et c'est le cas depuis longtemps. Le seul moment où l'Ukraine a été unifiée et indépendante, c'est au 9e siècle, à l'époque de Saint-Olga, dont tu nous avais D'accord. parlé, où c'est l'État de Kiev, enfin le royaume de Kiev. Le kiff. Kiev. D'ailleurs, je Ah oui. crois, il me semble. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'on dit Kiev en russe et Kiev en ukrainien. Donc on va dire Kiev. C'est plus joli. Donc toujours est-il, cet État, entre le 9e et le 12e siècle, va un petit peu imposer sa loi sur la région, donc grâce à Saint-Olga, mais aussi à Sviatoslav le Conquérant, son fils, Vladimir le Beau-Soleil, ou le Grand, son petit-fils, et Yaroslav le Sage, son arrière-petit-fils. J'ai trouvé qu'ils avaient des noms un peu Oui, cool. c'est sympa quand on dit de toi que tu es le beau soleil. C'est pas mal. Yaroslav le Sage, il va marier sa fille à Henri Ier, le roi de France. D'accord. Donc il pèse quand même un petit Oui, peu. c'est un endroit important et c'est plus que l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, C'est l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui, une partie de la Pologne et de la Lituanie. Enfin, ouais, ça remonte quasiment, puisque Olga, elle est d'origine viking Oui, parce que c'est des Vikings, à ces mecs-là. l'époque. Mais c'est des Vikings je crois qu'ils viennent de Suède de l'Est. Enfin, ils sont repassés Oui. par les pays baltes pour redescendre. Toujours est-il, au XIIe siècle, ils commencent à se diviser, ces mecs-là. Au XIIIe siècle, du coup, invasion mongole, ils se font marcher dessus. Et là, il n'y a plus d'Ukraine. Parce qu'après, au XIVe siècle, c'est annexé par la Pologne-Lituanie, Oui. qui est aussi un gros royaume à cette époque-là. Alors, sauf la Crimée, qui devient le Khanat de Crimée, qui va passer sous le joug des Ottomans assez rapidement. Au XVIIe, on a un bref État indépendant, dans la région d'Ouliapolé d'ailleurs, de Cosaques. Ok. C'est le moment où en fait on commence à parler de Cosaques, parce que c'est les descendants des Mongols du coin qui sont restés sur place. Mais qui va très vite devenir vassal de la Russie, puisque au XVIIIe siècle, Catherine II va annexer l'Ukraine telle qu'on la connaît. Sauf l'Ouest, qui appartient toujours au début à la Pologne, puis à l'Autriche-Hongrie. À l'époque, c'est encore des steppes. Et puis comme ça fait 2-3 siècles que c'est des Mongols, des Cosaques, bon, Oui, qui qu'il aiment n'y a beaucoup plus la guerre, d'État vraiment central fort. voilà, c'est pas hyper civilisé. Donc elle fait venir des Allemands, des Hollandais et des Français pour construire. C'est à ce moment-là qu'on va fonder la ville d'Odessa, par exemple, ou de Sébastopol. D'accord. Et c'est à cause de ça, enfin à ce moment-là, qu'arrivent des colons allemands qui vont devenir les Koulaks dont on parlait au début. Notamment des Ménonites, dont tu nous parleras peut-être un petit peu après, je crois. Ouais, qui sont des Allemands anabaptistes. On Ouais. parlera un peu des anabaptistes. Voilà. Et Bon, enfin, Ménonites qui sont créés, je pense qu'on l'évoquera, mais c'est pas très important, mais qui sont créés au moment de la commune de Münster. voilà. Donc Ça, on va. en même temps. Comme quoi, tout est lié. Voilà, on n'avait pas prévu, mais l'histoire, c'est un grand ruban qu'on déroule pour vous toutes les 2 semaines. Et donc, c'est seulement au 19e siècle qu'on se met à parler d'Ukraine. C'est qu'en fait, les gens du coin reprennent un petit peu confiance en eux. 19e siècle, au moment où on parle de nationalisme et de choses comme ça, ils se disent, mais attends, nous, on a une langue, on a parlé avec le sionisme, c'est un peu la même chose. On a une langue, on a un passé commun, bah, on est ukrainien, on devrait être indépendant. Oui, parce que Napoléon a changé des trucs ou pas du tout? Non. J'en ai aucune idée. Non. Non, il s'est Bon. fait virer aussi de Bon, l'Ukraine. En Ukraine, il n'est pas resté très longtemps, hein, je crois, en même temps. Oui, non, je sais pas du tout en fait. Je Non, connais non, pas non, du tout non, la il campagne a- de il- Russie, donc Bah, enfin, je sais pas jusqu'où il est reparti après, quoi. Disons que j'en ai pas entendu parler. Moi, dans les recherches sur l'Ukraine, on nous parle pas de Napoléon, on nous parle de Catherine II. On nous parle donc du 19e siècle, au moment où il y a la culture ukrainienne, qui du coup est interdite par le tsar, hein, la langue ukrainienne notamment. Mais voilà, l'Ukraine n'a jamais vraiment existé à ce moment-là en tant que pays. Et au moment du traité de Brest-Litovsk, pour faire ça un petit peu bien, les Allemands, plutôt que juste de dire bah, on annexe, ils vont dire oui, c'est un pays indépendant qu'on va protéger. Protectorat. Voilà. Et donc, les partis politiques ukrainiens, parce que bon, c'est une région de la Russie, et la Russie, c'est même sous l'Empire, c'est un peu fédéral, quoi. Il y a un peu des gouverneurs, quoi. C'est trop grand pour être oui. vraiment complètement unifié. De toute Voilà. façon. Donc il y a des partis politiques, et ces partis politiques vont se réunir pour former ce qu'ils vont appeler la Rada, l'Assemblée nationale, hein, en gros. Voilà, ça c'est en février 1917, donc au moment de la Révolution, quoi.
Il déclare en juin 1917 que l'Ukraine est autonome. Bon, ça mange pas de pain, de toute façon on est en pleine révolution. Donc, On voilà. est autonome. Bon, on est protégé, mais autonome. Voilà. Bah non, juin 1917, c'est encore, c'est avant les bolcheviks, donc Oui. ça mange vraiment pas de pain. Après les bolcheviks, en novembre 1917, ils disent on est indépendant, on fonde la République populaire d'Ukraine, ce qui ne plaît pas aux bolcheviks, donc ils vont envoyer l'armée rouge qui va aller jusqu'à Kiev quand même. Et puis donc, signature du traité de Brest-Litovsk, les bolcheviks se retirent de Kiev, mais restent dans l'est de l'Ukraine, où ils vont créer la République socialiste soviétique d'Ukraine. Oui. Et la République populaire d'Ukraine va élire un président. Sauf que le 29 avril 1918, les Allemands, qui sont en train d'envahir, disent oui, mais alors si on envahit une République populaire, c'est pas top et tout. Donc ils prennent un général un petit peu au pif ukrainien, puis lui font tiens, va faire un coup d'État. Le mec fait un coup d'État, crée ce qu'on va appeler l'Hetmanat d'Ukraine. D'accord. Donc il est Hetman comme Ataman, il est chef, quoi. Ok. Mais c'est une marionnette des Allemands, quoi. C'est des fantoches, ouais. Ouais, il est fantoche, c'est quand même c'est ce qu'on appellerait maintenant un facho, quand même, le mec. Il est particulièrement antisémite, il va faire plein de pogroms. Ouais, c'est l'âge d'or du pogrom. Enfin, c'est. Ah oui, c'est... Alors, l'âge d'or du pogrom, non. Parce que bon. Mais c'est Ouais, le début des pogroms ouais, dans cette région du monde. l'Ukraine, ça va être un peu vénère pour les Juifs à ce moment-là. Bon, en gros, ça devient un état policier, il y a des armées partout, puisque donc il y a l'armée allemande. Donc tout l'ouest, à part l'extrême est, t'as l'armée rouge, tout l'ouest, t'as les Allemands et les Austro-Hongrois, et puis au milieu, l'armée populaire de la République populaire qui est devenue l'Etnamat. Bon, c'est un peu le bordel. Et donc, au milieu de tout ça, on a Makhno et nos anarchistes, qui eux étaient en train de fonder des communes et de se dire putain, ça marche hyper bien, c'est cool, on est enfin libre, on peut faire ce qu'on veut. Et qui se disent oula, mais attends, qu'est-ce qui se passe là On s'est un petit peu fait avoir. On est libre, mais bon, on a 4 armées qui campent sur place. Oui, c'est un petit peu relou ça. Et donc le congrès anarchiste décide d'envoyer une délégation à Moscou pour parler avec les bolcheviks, pour leur dire ouais les gars, vous avez un peu lâché en race campagne là quand même. Dont Makhno. Donc Makhno va à Moscou. À Moscou, il va retrouver Piotr Archinov, son pote anarchiste de la prison. Il va rencontrer Pierre Kropotkin, qui va lui expliquer un petit peu plus des trucs, lui donner des conseils. Ça fait 20 ans qu'il le lit, donc... Ouais, voilà, il rencontre un petit peu son idole et tout. Ouais, super, tu peux me dédicacer ton livre, des trucs comme ça. Mais en fait, il se rend compte que les anarchistes à Moscou, ils se sont pris un gros coup de bambou de la Tchéka, qui est la police secrète des bolcheviks, et qu'ils ils sont pas en grande forme. Oui, disons que les bolcheviks ont un peu fait le ménage. Oui, voilà. Il se rend compte en fait que les bolcheviks aiment pas trop les anarchistes. Et vice-versa. Oui, du coup. Mais lui, il fait pas partie de la politique moscovite, il débarque à Moscou. Bon, allez Sbrouf, il se dit qu'il va aller au Kremlin pour essayer de rencontrer Sverdlov, qui est à l'époque président du comité exécutif central, c'est-à-dire chef de l'État, et Lénine, parce que pourquoi pas. Ça mange pas de pain, là. Ouais. On peut toujours essayer, quoi. Il y va avec un laissez-passer du soviet local qui lui dit oui, c'est un soviétique et tout, vous pouvez le laisser rentrer. Il rentre. Personne lui dit trop, il demande où sont les bureaux, on lui dit c'est là au premier étage, il va au bureau, il tape sur les portes jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui lui dise vous voulez voir, attendez je vais voir. On l'amène au secrétaire de Sverdlov, qui l'amène à Sverdlov, ils discutent un petit peu, Sverdlov lui dit c'est intéressant, revenez demain, on va rencontrer Lénine. Et donc il rencontre Lénine avec Sverdlov. Au début, les deux veulent avoir des renseignements sur ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en fait, ils sont pas trop au courant, quoi. Ils savent qu'il y a l'armée rouge, ils sont là, mais si, l'armée rouge, avec nos trains blindés, on fait plein de trucs. Et Makhno, il leur dit, non. En fait, vous avancez avec vos trains blindés, vous tirez, puis une fois que vous êtes arrivé à un point où vous pouvez plus avancer, vous repartez en arrière, parce qu'en fait, vous n'avez pas de soutien de rien, de nulle part, Oui. des Allemands partout. Le train, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique après pour défendre un endroit, Ouais. j'imagine. Donc les autres, ils font oui, mais enfin bon, c'est parce que vous, les anarchistes, vous êtes alliés avec les socialistes de droite de la République populaire ukrainienne. Et Makhno, il fait mais que nenni. Nous, on est des anarchistes, on est libres. Nous, alliés nous, alliés à quelqu'un. Nous, on est alliés à personne. La réforme agraire, on l'a déjà faite. On a brûlé les titres de propriété. Autant vous dire qu'on est bien parti, quoi. On a déjà du mal à s'allier entre nous. Ouais. Donc, s'il vous plaît. Lénine, il lui dit oui, mais bon, vous les anarchistes, vous êtes un petit peu, vous pensez qu'au futur, vous êtes dans des grands idéaux, mais vous n'êtes pas dans le présent. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'ailleurs à Moscou avec les anarchistes. Et Makhno, il fait, c'est-à-dire que moi, je suis quand même bien dans le présent là. En ce moment, nous, on se bat maison par maison, quand même. Oui, bon, peut-être qu'on s'est trompé. Bon, vous avez qu'à retourner en Ukraine et faites ce que vous voulez.
Il lui file un laissez-passer pour retourner en Ukraine. Et donc, en septembre 1918, Makhno retourne à Ouliapolé, retrouve un groupe de la Garde Noire. Mais alors, du coup, il lui dit faites ce que vous voulez, mais il a gagné quoi dans l'histoire en mode, Rien. Rien, rien, c'est ça. Il a vu Moscou, il a Ok, rencontré Lénine. continue. Ouais, c'est un peu Lénine qui lui dit ouais, bon, d'accord, merci pour les renseignements, retournez là-bas, je vous file un laissez-passer. Faites ce que vous pouvez contre les Allemands, on va voir. C'est très intéressant ce que vous faites, on va vous rappeler. Ouais, c'est ça, on vous rappellera. Laissez votre carte là. Et donc, septembre 18, il retourne à Ouliapolé, et avec donc, le petit groupe de Garde Noire. Il faut savoir que la Garde Noire, c'est vraiment des petits groupes, hein, c'est des petites cellules. Oui. Là, en l'occurrence, ils sont 12. Et à 12, ils disent bah, on va reprendre la ville. Ils prennent des armes, ils rentrent en ville en tirant partout, contre les Allemands, hein, parce qu'à l'époque, la ville est prise par les Allemands. Les Allemands prennent un petit peu peur, la population voit ça et dit « Ouais, allez, super, c'est le moment de la révolte, tout le monde se révolte contre les Allemands, et hop, les Allemands dehors. » Et en fait, c'est la création de l'armée makhnoviste, officiellement l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, ce qu'on va appeler l'armée noire. Parce que noir, c'est les anarchistes, quoi. Et Makhno, encore une fois, est élu à la tête de cette armée sous le nom de Batko Makhno, ce qui veut dire le petit père Makhno. Parce que donc il est petit, mais c'est le père de tout le monde. En quelques semaines, quelques mois, ils vont... Donc là, il a 30 ans, quoi. Ouais. Oui, on est en 18, 88, ouais, il a 30 ans. En quelques semaines, ils vont faire le tour de toutes les communes qu'ils avaient formées avant, et ils vont lever une armée, une vraie armée. Et une armée libertaire. C'est-à-dire que, il n'y a que des volontaires, c'est-à-dire que quand je dis lever une armée, c'est pas de la conscription, hein, c'est vraiment, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Les gradés sont élus par les soldats. D'accord. Et la discipline est librement consentie. Donc, si t'es pas d'accord avec ce que dit ton gradé, t'as le droit de dire non, plus ou moins. Bon, en pratique, je suis pas sûr que ça soit passé exactement comme ça tout le temps. Ça reste une armée qui est en guerre, mais... Oui, il y a un moment, il y a des réalités quand même. Oui, il y a des moments, faut se battre, quoi. Mais en même temps, ils ont tous le même but, hein. Ils ont rien à perdre, les mecs, donc pourquoi pas. Oui, mais parfois, avoir tous le même but, ça suffit pas. Hein. C'est vrai. Parfois, c'est assez tentant de s'engueuler et de ne rien faire pour avancer dans son but que de s'engueuler entre gens de bonne volonté. Là, l'avantage, en fait, c'est que la plupart, c'est des paysans et des ouvriers. Donc, c'est pas des intellectuels, c'est pas des mecs qui sont dans la bataille sémantique sur non, attends, moi je pense qu'il faudrait qu'on s'appelle communiste libertaire parce que anarcho-communiste, ça ressemble trop à anarcho-syndicalisme et alors on n'est vraiment pas d'accord. Ah non, moi je préférerais libertaire communiste. Bon, en l'occurrence, ils sont anarcho-communistes. Et effectivement, avoir le même but, ça suffit pas. Il y a quand même certains des bataillons de l'armée qui se livrent un petit peu au pillage et au pogrom, parce que ça reste des militaires et... Qui commencent à avoir un peu de pouvoir. Voilà. Makhno et son état-major, ils sont hyper vénères contre ces trucs-là. Et dès qu'ils entendent parler d'un pillage ou d'un pogrom, ils vont voir les responsables et ils les fusillent. D'accord. Parce que ça, c'était une des trucs de la discipline qui n'était pas librement consentie. C'était pareil pour tout le monde, quoi. Pas de pogrom, pas de pillage. Et tu consens librement à être exécuté. Voilà, plus ou moins. Mais ce qui fait que l'armée makhnoviste, l'armée noire, elle est hyper populaire parmi la population. Parce que dans toutes les armées qu'il y a dans le coin, c'est la seule qui fait pas de pillage. Puis c'est la seule où tu connais les gens, parce qu'en fait, c'est tes voisins, hein, plus ou moins, qui sont dans l'armée. Au début, il manque un petit peu de matériel. Il paraît, des batailles où ils y sont allés à main nue avec des fourches et des bouts de bois, quoi, les mecs. Ouais, alors c'est peut-être de la légende un peu, mais... C'est peut-être un petit peu de la légende, mais le fait est que, a priori, au début, ils n'ont pas beaucoup d'armes. Sauf que, novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice, et donc les Allemands qui sont en Ukraine, se barrent. Parce que, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Et donc, ils laissent tout. Ils laissent leurs armes, leurs trains blindés, leurs mitrailleuses, et trucs comme ça. Puis les makhnovistes, ils font « Ouh, cool, maintenant on a des armes, on va pouvoir parler ». Et donc, le 14 décembre, donc un mois plus tard, l'Hetmanat, l'espèce de gouvernement fantoche des Allemands, est renversé par un certain Simon Petliura, qui est à la tête de l'armée populaire d'Ukraine, en fait, qui va rétablir la République populaire d'Ukraine, et Makhno. L'armée noire de Makhno va être, en fait, celle qui fait le plus de dégâts à l'Hetmanat. Et donc, à ce moment-là, l'Allemagne s'est retirée du conflit, mais du coup, les Alliés ont gagné à l'ouest. Mais les Russes n'ont pas vraiment gagné puisqu'ils ont fait l'armistice. Les Russes ont fait la paix avant, et en fait, c'est le début de la guerre civile russe. Oui. Et puis surtout, les Alliés, ils disent « Ouh là là là, mais une révolution communiste ? Non. » Et donc, j'en ai déjà parlé, mais en fait, les soldats français, par exemple, ils ne sont pas démobilisés en 1918, ils sont envoyés en Crimée, notamment à Odessa, le port qui a été fondé par un Français. Et donc, à ce moment-là, en Ukraine, on a à l'est l'armée rouge, les bolcheviks, qui, du coup, puisqu'il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus de raison de respecter le traité de Brest-Litovsk, donc on va commencer à réavancer vers l'Ukraine.
L'armée populaire de la République ukrainienne, qui est plutôt dans l'ouest. Au sud, l'armée des Russes blancs, l'armée blanche, qui est soutenue par les Alliés. Et au milieu de tout ça, l'armée noire de Makhno. C'est assez bigarré comme C'est un peu bigarré, mais bon, voilà. paysage. Et puis au milieu, enfin, encore au milieu de tout ça, il y a aussi juste des bandes armées, parce que il y a des types qui faisaient partie de l'armée allemande, ou de l'armée de Letmanat, ou même de l'armée rouge, qui disent à un moment donné, bon, on peut peut-être juste faire une bande armée, on a des armes et tout. Voilà, on va consentir librement à notre discipline. et du coup, On va piller tout ce qui est autour, non? on va Qu'est-ce- garder tout pour nous. Ouais, qu'est-ce que vous en dites, les mecs? Ouais, ok, pas mal. Au point que, mi-1919, l'armée blanche, soutenue par les Alliés, donc a beaucoup de matos, remonte du sud et commence à avancer sur Kiev. L'armée rouge se retire sur son bastion à Krakow, qui est dans l'extrême est de l'Ukraine. Et il y a un certain nombre de soldats de l'armée rouge, qui sont ukrainiens en fait, et qui disent « mais nous on veut pas se retirer ». Et donc ils se mutinent, ils quittent l'armée rouge et ils rejoignent Makhno. D'accord. C'est comme ça qu'en décembre 1919, on atteint dans l'armée noire 83 000 soldats, 20 000 cavaliers et 7 trains blindés. Oui, ça commence à faire une belle armée. Ouais. Là, ils se sentent pas mal un petit peu, les anarchistes. Bon, pas mal. Et comme les Blancs avancent trop vite, bah, il y a une alliance de circonstances entre les Noirs, les anarchistes, les Rouges, les bolcheviks, et l'armée populaire, qui, bon, compte les points un peu, hein, mais Oui. elle est là quand même, au cas où. En se disant, bon, peut-être qu'à la fin, si je me cache bien, Si tout se passe bien, peut-être qu'il y a un truc à faire. Bon, alliance de circonstances qui n'empêchera pas Trotsky, notamment, qui est commissaire à l'armée en ce moment, enfin qui dirige l'armée rouge en pratique à cette époque-là, de commencer une petite campagne de propagande contre les anarchistes. En fait, il a un problème. C'est que, les anarchistes à Moscou, on l'a vu, ils sont pas alliés avec les bolcheviks du tout. Et puis que l'histoire de Makhno, elle commence à se répandre dans le reste de la Russie. Et donc il y a d'autres paysans qui commencent à faire « Mais attendez, on a le droit de faire des armées, nous. On peut juste reprendre la terre pour nous. On va faire ça. On va appeler ça les armées vertes. parce qu'on aime bien les couleurs. C'est important. » C'est important. Qui vont donc s'inspirer de Makhno en Sibérie, dans le sud de la Russie. Et donc ça, Trotsky, bah non, faut pas que ça arrive, ça. Et donc l'armée makhnoviste, l'armée anarchiste, ils vont commencer à l'appeler la Makhnochina, sachant que China, c'est péjoratif en russe, hein, comme suffixe. Ce qui est étrange d'ailleurs parce que les Béruriers Noirs, par exemple, ont une chanson qui s'appelle Makhnochina, à la gloire de Makhno. Mais ils gardent ce mot qui est péjoratif. Bon. Et au lieu de l'appeler armée anarchiste, armée makhnoviste, etc., ils vont simplement dire que c'est une bande d'assassins, de pillards. Ils vont les appeler contre-révolutionnaires. Ils vont même dire que c'est des koulaks eux-mêmes. Et ils vont commencer à dire qu'ils sont antisémites et que c'est eux qui font des pogroms. Oui, alors que dans l'armée rouge et tout ça, Oui, très peu. très peu. Très peu de pogroms dans l'armée rouge, c'est bien connu. Début 1920, l'armée blanche, qui à ce moment-là est dirigée par un général Denikin, est vaincue. Les Alliés se retirent, parce qu'en fait, les soldats français, notamment, ils se mutinent. Donc, l'état-major français, il dit « Ouh, faudrait pas que ces histoires de communistes, ça revienne jusqu'en France. Ok, on rentre. » Et les bolcheviks se retournent contre l'armée noire. Parce que, faut pas faire confiance à Trotsky, quoi. Pas trop. Non. Pas toujours. Et l'armée populaire, et Simon Petliuria, ils sont repoussés jusqu'en Pologne. Lui, il va s'allier avec des mecs en Pologne en disant « Si, je continue la résistance depuis Pologne. Mais on est bien ici. C'est pas mal. Les Ukrainiens libres parlent aux Ukrainiens libres. » Mais en fait, non. Il va rien se passer de plus avec eux. Sauf que depuis la Crimée, il y a une nouvelle armée blanche qui va réavancer sur l'armée rouge qui, en fait, en se battant contre les makhnovistes, ils divisent leurs forces, les rouges, et ils se font prendre à revers par donc le général Wrangler, qui est un autre général russe, blanc, à la mi-1920. Du coup, nouvelle alliance de circonstances entre Makhno et l'armée rouge, qui vont vaincre Wrangler en novembre 1920. Il semblerait que, à un moment donné, Makhno bloque complètement l'avancée de l'armée de Wrangler. Au point qu'il y a certains historiens qui disent que s'il l'avait pas bloqué, Wrangler il serait remonté jusqu'à Moscou. D'accord. Parce que à cet endroit-là, c'est tout droit. Quoi. C'est l'autoroute, quoi. Ouais, c'est un petit peu autoroute. Et que sans Makhno et son armée, la révolution russe, ça n'aurait peut-être pas duré si longtemps que ça. Quoi. Bref, novembre 1920, Wrangler est battu. Et le 26 novembre 1920, donc 2 semaines plus tard, l'état-major de Makhno, mais pas Makhno lui-même, se rend à un conseil avec l'armée rouge pour décider de la suite des opérations. Ils se font tous arrêter et fusiller sur place.
parce que Trotsky a décidé que les alliances de circonstances, C'est plus les mêmes circonstances. voilà, les circonstances ont changé. Et donc, l'armée rouge va envoyer 5 corps d'armée, soit 350 000 hommes, pour faire un peu le ménage. Avec une finesse toute soviétique. Tout à fait, et récupérer son grenier. Ce qui fait qu'en août 1921, les Makhnovistes sont plus que 2000 à peine, et le 28 août 1921, Makhno, blessé et 77 de ses hommes, va se réfugier en Roumanie. Les dernières bandes makhnovistes vont être dispersées en 1922, mais enfin bon, à partir du moment où lui il est barré, Oui. c'est plus que quelques poches de résistance vite fait, quoi. De la Roumanie, il va passer en Pologne. En Pologne, il va se faire arrêter, il va se faire foutre en prison, parce que les Polonais vont dire « Mais attends, l'Ukraine, c'est chez nous. T'es un terroriste, du coup ?» C'est un peu à cause de toi que c'est plus vraiment chez nous. Voilà, c'était il y a 3 siècles, mais c'est sûrement de ta faute. Il va réussir à s'évader, il va passer à Berlin, et il va arriver à Paris en 1925, où il va être accueilli dans les milieux anarchistes. Il faut savoir qu'à l'époque, il a une énorme balafre sur la joue droite. Selon un anarchiste français, je cite, « Son corps n'est que cicatrice et des morceaux de mitraille circulent sous sa peau, au point qu'il peut plus vraiment tenir debout pendant très longtemps, parce que ça lui fait mal, et qu'il a chopé la tuberculose au passage. » Bon. Mais c'est ça quand on prend pas soin de sa santé. On court la campagne, comme ça, à bord de son train blindé, mais... Faut mettre des gants. Voilà. Et un masque. Bon, sauf que les anarchistes, ils sont pas hyper riches à ce moment-là en France, donc il est obligé de bosser. Il va bosser dans une fonderie à Vincennes, il va être charpentier pour l'Opéra de Paris, et il va finir comme tourneur dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. Ce qui est pas fou. Non. Mais il va quand même rester dans les milieux anarchistes. Il va rencontrer les anarchistes espagnols de la CNT, notamment les dirigeants de la CNT, qui, en 1936, vont essayer de faire la même chose que lui à Barcelone. Il va retrouver Piotr Archinov, l'anarchiste qu'il avait rencontré en prison à Moscou, et Volin, qui est aussi un ancien makhnoviste. Parce que Piotr Archinov, en 1919, sur l'invitation de Makhno, il va venir en Ukraine à Ouliapolé pour diriger le journal anarchiste local. Oui. Donc ils se retrouvent tous à Paris, c'est la fête, et puis ils vont se lancer dans la seconde activité favorite des anarchistes après la lutte armée. Des bombes. Non, après les bombes, justement. Ah, s'engueuler. S'engueuler. La lutte sémantique, qui va donc diviser les synthétistes contre les plateformistes. C'est un peu compliqué. Je t'avoue que je suis même pas allé fouiller, parce que ce genre de truc à la con de sémantique, non, on n'est pas d'accord. Anarchie et huile d'olive. Voilà, c'est un petit peu relou. Et le 25 juillet 1934, Makhno va mourir de la tuberculose. Il laisse derrière lui une femme et une fille qui est née en 22, donc pendant son exil. Il va être incinéré et ses cendres déposées au Père-Lachaise. Il y a, il paraît-il, au moment de son enterrement, 500 anarchistes qui viennent pour honorer sa mémoire. Et Volin, avec qui il s'est engueulé, parce qu'il ne fait pas partie du même groupe, va prononcer son oraison funèbre. Mais un peu plus tard, il va se retourner, Volin, contre la mémoire de Makhno. Il faut savoir que Trotsky, en Russie, il a continué la propagande. Oui. Il a notamment vachement insisté sur le côté antisémite de l'armée makhnoviste. Propagande qui va être reprise par les Russes blancs, parce que ça les arrange bien. Donc il y a des officiers de l'armée blanche. Ça arrange tout le monde de dire non, les antisémites, c'était pas nous. Ouais, c'était les autres. Il y a notamment un officier de l'armée blanche qui va faire un récit détaillé des crimes antisémites de Makhno, mais qui est complètement inventé. Mais récit qui va être repris par Joseph Kessel, l'écrivain, qui va publier Makhno et sa juive, un roman dans lequel il le décrit comme un tyran sanguinaire qui d'un coup, parce qu'il rencontre une femme juive belle, se rend compte que l'antisémitisme, c'est bien, mais sauf les femmes. Un truc comme ça. Hein. Et donc Volin va l'accuser d'antisémitisme, va l'accuser d'alcoolisme, et va l'accuser d'avoir... l'accuser d'alcoolisme. Ah non, mais de l'alcoolisme fini, hein, pas de l'alcoolisme mondain ukrainien, quoi. Oui, c'est ça, c'est que déjà tu parles de l'Ukraine. Je pense que pour dire à un Ukrainien qu'il est alcoolique, faut... Non, mais il l'accuse de vraiment picoler, de plus savoir ce qu'il fait, et de devenir hyper violent, et notamment de violer pas mal de femmes. Et tout ça, en fait, va être démenti en partie par des anciens makhnovistes qui vont arriver plus tard, et les accusations d'antisémitisme par des historiens juifs, puisque Makhno, en fait, il va être honoré dans l'Encyclopédia Judaica, et honoré par des associations sionistes qui vont dire non, en fait, l'armée makhnoviste, c'est même plus ou moins la seule qui n'a pas fait de pogrom à l'époque en Ukraine, parce que les autres, les gars, vaut mieux pas qu'on cherche, parce que quand on cherche, on trouve. Oui. Et on trouve des massacres, c'est hyper violent.
Oui, bah, l'Ukraine, globalement, c'est pas un endroit très cool pour les juifs. Non. Quand tu regardes même pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, ouais, de manière générale. Alors qu'à Odessa, par exemple, il y a une énorme communauté juive à l'époque. Oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se font pogromer, mais enfin bon. Ce qui fait que Makhno, sa mémoire, elle a été un peu entachée par ces histoires. Alors que, voilà, a priori, il a mené une armée et pendant, alors pas très longtemps, pendant quelques mois, le territoire libre d'Ukraine, c'est grand comme la moitié de la France, hein, quand même, autour d'Ouliapol. Il y a près de 7 millions de personnes qui vivent dans un régime anarchiste. Et il y a un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube qui a été fait en 94, je crois, par une Française, qui interviewe des mecs de là-bas. Et notamment des descendants, genre les petits-neveux de Makhno. Mais donc, bon, les petits-neveux de Makhno, ils sont pas connus en 1917. Par contre, il y a des vieux qu'on connu, ou dont les parents ont connu et qu'on raconté, et qui disent on a vraiment vécu dans un endroit sans État, et sans autorité, et tout en communauté. Et pendant quelques mois, c'était assez cool. Et on aura appris plein de choses. On avait déjà réappris plein de choses. Réappris plein de trucs. Et du coup, on espère que vous aussi, vous voyez l'Ukraine un tout petit peu différemment. Enfin, pas d'un côté ni de l'autre. Hein. Nous, on penche pas, on n'a pas de favoris dans cette guerre. Mais toujours est-il que, avec un petit peu de contexte, c'est mieux. Et on se retrouve très vite. En attendant, n'hésitez pas à noter plein d'étoiles pour la confiture, à participer aux associations caritatives qui aident les réfugiés. Oui, parce que eux... Parce que eux, quel que soit le camp dans lequel ils sont, c'est compliqué. Une fois que vous les avez aidés, s'il vous reste un tout petit peu d'argent, vous pouvez participer au Patreon de Podcut, mais c'est moins important. Et on vous retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.